107.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. L'autopsie du corps de Chérubin Okende en cours à l'hôpital du Cinquantenaire après l'examen à partir du scanner effectué à l'hôpital Achid dans la commune de Limete. Des représentants de la famille et des médecins légistes congolais et étrangers participent à cette opération. Top Congo FM. Élections pour les députés provinciaux et conseils communaux. 168 bureaux de la CENI sont ouverts pour recevoir à partir de ce jeudi les dossiers de candidature. L'opération va durer 20 jours. Top Congo FM. 45 familles ont perdu leur maison lors des affrontements entre des jeunes proches de candidats députés de Décaissé dans la province du Kasaï. Leur maison a été incendiée. Les auteurs de ces violences sont entre les mains de la justice, rassure l'administrateur du territoire de Décaissé. Top Congo FM. 9e jeu de la francophonie, l'artiste musicien Fally Ipupa ne prendra pas part à la cérémonie de clôture des 9e jeux de la francophonie le 6 août prochain au stade des Martyrs de la Pentecôte. L'annonce a été faite par l'artiste lui-même dans un communiqué publié cet après-midi. Top Congo FM. La paie des agents fonctionnaires de l'État a-t-elle été gelée pour éviter la dépréciation du franc congolais après les mesures visant la stabilité du taux de change prises par le gouvernement? L'inspecteur général des finances, chef des services et l'invité de la rédaction. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour, l'autopsie du corps du député Chérubin Okende est en cours à l'hôpital du Cinquantenaire après l'examen à partir du scanner effectué à l'hôpital Hachi de la commune de Limete. C'est l'avocat des Okende qui l'annonce. Maître Laurent Onyemba précise que des représentants de la famille, des médecins légistes congolais et étrangers participent à cette opération. On l'écoute. L'autopsie devait commencer à 14h, mais il s'est fait qu'à l'hôpital du Cinquantenaire, ils n'ont pas la radio. Mais les experts ont requis l'examen de scanner et donc on a dû extraire le corps pour ramener à l'hôpital HJ où on a trouvé un scanner dans les meilleures conditions. Et après ce scanner, le corps est rentré à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire où vient de commencer l'autopsie. L'autopsie prend 2 heures. Qui sont autour de la dépouille mortelle? La famille est représentée à plus de 6 personnes et j'ai vu les experts sud-africains, les experts de la MONUSCO et les légistes médecins congolais. C'est une délégation de plus de 10 personnes que j'ai vues autour du corps. Vous avez confiance, vous, au niveau de la famille? Vu que nous avons confiance, ça veut peut-être trop dire, mais nous n'avons aucune expertise pour certifier l'identité de ceux qui font l'autopsie. Mais l'organe poursuivant est le parquet, déjà. Et donc, nous, comme légalistes, nous nous inclinons à la décision du parquet. Donc, ce qui nous intéresse, c'est uniquement l'expertise, connaître sur l'assassinat de M. Chérubin Okende. Et donc, l'autopsie participe effectivement à l'éclosion de la vérité. Mais elle ne finit pas en réalité l'étape des enquêtes. Ce n'est qu'une étape. C'est pour corroborer, bien sûr, plusieurs tableaux qui peuvent constituer ou qui constitueraient la démarche du parquet. L'assassinat du député a eu lieu environ 3 semaines. Est-ce qu'il est possible de trouver des indices? Bon, écoutez, jusqu'aujourd'hui, les techniciens nous disent que les traces n'ont pas encore réussi à disparaître. Mieux, c'est à eux de nous dire que au terme de autant de jours, ils n'ont pas réussi à trouver les traces. Mais en tout cas, nous, à notre niveau comme famille, nous avions besoin de la sérénité. Maître Laurent Onyemba, avocat des Okende au niveau d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. On attend connaître les circonstances de l'assassinat du porte-parole du parti. On écoute Francis Kalombo, cadre d'ensemble pour la République. Ça va être le début de la vérité. Nous voulons connaître la vérité de quoi est mort notre frère et savoir dans quelles circonstances il est mort. Je pense que l'autopsie avec les experts qui sont autour pourront nous donner les résultats attendus, c'est-à-dire la vérité sur la mort de Chérubin. Comment est-il mort? Qu'est-ce qui a causé sa mort? Vous avez souhaité la participation des experts internationaux. Vous êtes satisfait de la présence des experts internationaux? Je crois que nous sommes satisfaits parce que nous avons le Bureau conjoint des Nations Unies, la MONUSCO, les représentants, une délégation qui est venue de l'Afrique du Sud et puis de la Belgique. Et nous pensons qu'avec toute cette équipe, sans compter que nous avons aussi les médecins congolais qui vont participer à cette autopsie. Donc nous pensons que pour nous, au moins la vérité va éclater. Pour la suite, qu'est-ce que vous attendez du reste des enquêtes? Que la vérité, qu'on puisse mettre la main sur non seulement ceux qui ont tué Chérubin, mais les commanditaires aussi. Francis Kalombo, porte-parole de Moïse Katumbi.
Parlons élections de décembre, élections pour les députés provinciaux et conseillers communaux notamment. 68 bureaux de la CENI sont ouverts pour recevoir à partir de ce jeudi les dossiers de candidature. L'opération va durer 20 jours. D'après le chargé de communication de la centrale électorale Jean-Baptiste Itipo, les candidats doivent payer une caution de 3 000 francs congolais. On écoute Jean-Baptiste Itipo au téléphone de Myriam Boketchou. Ce jeudi 3 août, les bureaux de réception et traitement des candidatures sont ouverts pour commencer à recevoir les partis, les regroupements politiques et les candidats indépendants qui postulent, n'est-ce pas, aux différents scrutins qui sont concernés. Ouvert pendant 20 jours. Combien de bureaux seront opérationnels à travers le pays? Pour Kinshasa, en ce qui concerne les conseillers communaux, vous savez, la circonscription, c'est la commune. Mais pour Kinshasa, par exemple, nous avons 12 antennes et chaque antenne de la CENI regroupe un certain nombre de communes. Ce sont les mêmes bureaux, les 168 qui vont fonctionner. C'est les bureaux qui ont fonctionné à la députation nationale. Il y a des conditions d'éligibilité qui sont fixées dans la loi électorale. Pour l'élection des conseillers communaux, il faut être âgé d'au moins 18 ans à la date du dépôt des candidatures. Il faut payer la caution de 300 000 francs, la photocopie de l'attestation de naissance ou de l'acte de naissance, titre scolaire, et ça doit être certifié conforme. Et 4 photos passeport, le nom des 2 suppléants. Les conseillers des communes ont un rôle important à jouer. C'est important que les jeunes postulent et c'est 300 000 francs par siège non remboursables. Jean-Baptiste Itipo, le directeur de communication de la centrale électorale dans la ville de Bandundu, dans la province du Kwilu. On croirait au début de la campagne électorale. Des drapeaux des partis politiques et effigies des candidats sont placés en grand nombre sur la voie publique. Il s'agit des formations politiques toutes tendances confondues. Des messages propagandistes sont véhiculés notamment sur les avenues Wamba et Fatundu. Jonathan Messa. Impossible de parcourir 20 mètres sans voir un drapeau de parti politique sur les avenues Wamba et Fatundu à Bandundu. On y voit aussi des affiches des fondations illustrant des photos des politiques et de messages propagandistes. D'un côté, les uns mentionnent leur slogan, alors que de l'autre, on réaffirme son attachement à X autorité morale selon qu'il en est de l'union sacrée ou de l'opposition. D'autres encore vont droit au but pour appeler au soutien de leur candidature. Des candidats et prétendants se passent pour tout ce qu'il y a de mieux. Certains se disent l'espoir de la jeunesse des Bandundu, candidats du peuple, et d'autres des hommes de terrain. Pour la centrale électorale, il s'agit d'un comportement contre-allégème. Jean-Robert Mouyense est secrétaire exécutif provincial de la CENI. Nous observons cela aussi, malheureusement, à travers les réseaux sociaux, voire même à travers la ville. Mais la campagne n'a pas encore commencé. C'est la CENI qui est l'autorité, le pouvoir organisateur, voulait-je dire, qui organise les élections dans ce pays. Et c'est la CENI qui va donner les go pour la campagne électorale. Et cette opération n'a pas encore commencé. Donc il faudrait que les gens ne puissent pas faire une campagne anticipée parce que ça, c'est violer la loi. Et il y a même des poursuites par rapport à cela. Il faudrait que les services compétents puissent s'en occuper. Le même comportement est observé sur les réseaux sociaux. Pire encore, les sympathisants de X s'acharnent contre Y. À cela s'ensuivent des injures. Depuis la ville de Bandundu, Jonathan Messa, Top Congo FM. Entre-temps, les médias d'information en ligne en RDC affirment qu'ils n'offriront pas de tribune aux marchands de la haine durant la période électorale. Ainsi, une charte comprenant 10 engagements a été présentée jeudi lors d'un événement qui a rassemblé de nombreuses personnalités du monde médiatique, politique et de la société civile. Next Corp, société éditrice de Actualité.cd, a porté ce projet de charte. Reportage, Eric Lukoki. Un fil conducteur désormais pour les médias après le dévoilement de la charte, responsabilité. Notre responsabilité, c'est de constituer notre plateforme des médias numériques en une digue contre le discours de haine, contre des groupes ethniques, religieux, politiques, bref, des groupes de tous ordres. Israël Moutala, président de l'association des médias d'information en ligne, MIL-RDC. Dans un premier temps, nous allons procéder à la sensibilisation, à la dissémination de cette charte. Nous avons une responsabilité de ne pas tendre nos micros aux marchands de haine.
haine. Voilà notre responsabilité. Responsabilité des médias, mais aussi des partis politiques. Nous attendons d'eux d'abord qu'ils sensibilisent leurs membres parce que la plupart des messages haineux sont véhiculés par les partisans des partis politiques. En ce qui nous concerne, je ne dis pas que ça ne peut pas venir de nous, mais souvent c'est une réponse. Alex Dendé dit l'exus légal de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, le parti de Martin Fayoulou. Dans SID, nous avons 13 valeurs et à l'intérieur, nous prenons à peu près ce que vous avez mis en termes de charte et la haine n'y est pas. Si la justice, nous estimons aujourd'hui être instrumentalisée, faisait réellement son travail et qu'en amont déjà on stoppait cela, qu'on ne donne pas l'impression que parce que ça vient d'un camp, soit dit au pouvoir, que cela peut passer. J'estime que certains ne se diraient pas, mais s'ils le font, pourquoi nous ne le ferons pas? Et voilà que la justice s'est pointée, elle se doit d'être juste, responsable, dira-t-on. Il faut que la justice évite une politique de 2 poids 2 mesures. Il y a certains marchands de haine qui courent les rues, d'autres marchands de haine qui sont en prison. Nous pensons que pour les mêmes faits, ils doivent subir la même sanction. Ainsi, la période électorale, on touche du bois, pourra se dérouler sous les meilleurs auspices. Éric Loukoki. Et puis, l'offre politique de Matata Ponyo est connue, axée sur 4 priorités stratégiques. Le programme de ce candidat déclaré à la présidentielle de décembre prochain s'intitule « Renouer avec notre destin de grandeur ». Il est chiffré à 90,2 milliards de dollars sur 5 ans avec un budget annuel de près de 18 milliards de dollars américains. Ce programme a été dévoilé depuis Kindu, dans la province du Maniema. On écoute Matata Ponyo. Le programme en lui-même est structuré en 4 blocs principaux. Le premier, c'est le bloc de la paix et de la sécurité, parce qu'il nous paraît prioritaire de pouvoir rétablir la paix et la sécurité, d'établir l'intégrité territoriale du pays, qui est très affectée pour le moment. Nous devons construire une armée efficace, une police efficace, un service de renseignement redoutable. Deuxième point, c'est de pouvoir relancer les infrastructures dans le pays, parce que nous sommes dans un pays où les infrastructures routières sont quasi inexistantes. Et donc nous avons l'ambition de pouvoir construire des infrastructures pour relier tous les points de la RDC. Et le troisième programme prioritaire, c'est l'industrialisation. Il nous faut lancer le processus d'industrialisation, parce que le pays s'est désindustrialisé. Et enfin, nous comptons réformer l'État. L'administration publique, c'est la colonne vertébrale de toute action gouvernementale dans un pays. Si vous n'avez pas une bonne administration, vous ne pouvez rien faire. Nous avons un programme ambitieux de réformer l'État, de moderniser l'État, afin de le rendre compétitif, efficace et efficient. Avec un PIB qui permettrait de pratiquement doubler le PIB par habitant, qui atteindrait le niveau des $1000 par habitant, ce qui permettrait à la RDC de joindre la classe des économies à revenus intermédiaires. C'était Augustin Matata, candidat à la présidentielle, mais un autre candidat déclaré à la présidence de décembre, à la présidentielle de décembre prochain, juge la caution de $100 000 inconstitutionnelle. Le candidat du regroupement politique ARCOP, Alliance pour la Renaissance du Congo puissant, a lancé jeudi à Kinshasa un appel de fonds au peuple congolais afin de réunir ce montant. L'objectif est de lever la contrainte imposée aux candidats à la présidentielle. Pour Christian Momba, la somme totale de la cotisation à récolter sera une indication des voix à recueillir au prochain scrutin présidentiel. On l'écoute. Je reviens pour dire à notre population, à mes électeurs, que je garde intactes mes ambitions de sortir la province du Kasaï oriental de son état actuel. Cela dans la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas parce que 2 ou 3 individus ont excellé dans la médiocrité qu'une grande famille comme l'UDPS Tshisekedi ne regorge pas des fils et des filles dignes de relever les défis pour que cette province décolle enfin. Je me porterai candidat à l'élection de gouverneur de province pour qu'ensemble le Kasaï oriental décolle. Car là où il se trouve aujourd'hui, c'est à cause du régime passé et de celui-là qui était représentant de Kabila en province pendant 12 ans, qui ont spolié, je m'assumerai jusqu'à la fin, et que la jeunesse de notre province, qu'aux élections qui arrivent, je suis candidat à la députation nationale, à la députation provinciale dans la circonscription électorale de Lupatapata, et si Dieu nous garde, nous devons ensemble diriger la province du Kasaï oriental dans l'harmonie et réunir les conditions pour son développement intégral.
Le candidat présidentiel Christian Wamba a été coordonnateur de l'ITIE RDC et plusieurs fois conseiller dans des cabinets ministériels. Et alors que le dépôt des candidatures pour les législatives provinciales et conseils communaux démarre ce 3 août, les femmes candidates ne veulent pas rester en marge. Elles se préparent à constituer des dossiers et à toutes les étapes liées au processus électoral, mais surtout à s'enquérir de l'expérience d'autres femmes qui ont précédemment été candidates. C'était dans une matinée organisée à ce sujet par la dynamique des femmes candidates dans le cadre du projet Mobilisation de l'électorat pour des élections démocratiques crédibles, apaisées et inclusives en RDC Horizon 2023. Gino Réma-Bura de Charisma. Elles ont et comptent postuler aux élections à tous les niveaux. Les femmes candidates se préparent à fond. Elles ont, grâce à la dynamique des femmes candidates d'INAFEC, été moralement réarmées pour mieux affronter cette course électorale. C'est aussi une façon pour nous de pouvoir encore les motiver, les encourager à affronter ces échéances électorales avec pleine assurance. Karine Kankou est coordonnatrice de la DINAFEC. Elle encourage d'autres femmes à déposer massivement leur candidature en vue de rendre effective la parité sur les listes électorales. Dans l'article 14 de la Constitution et dans l'article 13 de la nouvelle loi électorale, on encourage cette parité, mais nous pensons aujourd'hui que les partis et les regroupements politiques peuvent reconnaître les efforts des femmes. À la députation nationale, nous avons une légère amélioration, mais aujourd'hui même c'est le dépôt des candidatures pour la députation provinciale et les élections municipales. Nous pensons que les partis et regroupements politiques peuvent rectifier leur tir en présentant des listes paritaires. Le RECIC, Réseau d'éducation civique et électorale, accompagne ces femmes candidates. Joseph Wabatinga. Nous sommes là d'abord pour le suivi, mais également pour l'accompagnement. Surtout que le projet a un axe sur la participation politique de la femme. Organisée par la DINAFEC, cette activité a bénéficié de l'appui technique des organisations Protection Internationale et 1111. Gino Réma-Bura de Charisma. Entre-temps, 45 familles ont perdu leur maison lors des affrontements entre des jeunes proches de 2 candidats députés de Décaissé dans la province du Kasaï. Leurs maisons ont été incendiées. Les auteurs de ce crime sont entre les mains de la justice, rassure l'administrateur du territoire. On écoute Patrick Bassa, administrateur du territoire de Décaissé, au micro de Fabien Guèche. On a incendié 45 maisons, d'où on ne sait pas le mobile. Les victimes vivent à la Belle Étoile, donc ils ne savent pas là où il faut aller. Donc chacun vit là où sa maison a été brûlée. D'autres vivent dans leurs familles respectives. Et ceux qui n'ont pas de famille, même là-bas, il n'y a pas une église pour caser les arbres. Donc les gens vivent à la Belle Étoile. L'incendie s'est produit la journée. Ils ont perdu tout ce qui est dedans. Donc les jeunes gens qui venaient brûler les maisons, une fois qu'on vous trouve chez vous, on vous fait sortir des forces et on brûle tout ce qui était dedans. Il y a même ceux qui étaient allés au champ. Au retour, ils trouvent sa maison brûlée. Et après les enquêtes, on avait préhendé quelques-uns. Et les victimes l'ont cité. Au moment où je vous parle, ils sont à Ilebo avec les victimes. C'est que la justice fasse son travail. C'était donc l'administrateur du territoire de Décaissé dans la province du Kasaï. Dans la province du Kasaï oriental, après les gouverneurs Jean Maouéja et Mathias Kabea, tous membres de l'UDPS, le parti du chef de l'État est sérieusement critiqué pour n'avoir pas placé des hommes capables de faire face aux défis de développement de la province. Mais pour un ancien candidat gouverneur, ce n'est pas parce que une ou 2 personnes ont été échouées que l'UDPS Tshisekedi manque de ressources humaines. Le député national Eric Ngaloula promet se porter à nouveau candidat pour diriger la province du Kasaï oriental. On l'écoute au micro de Walter Couille. Je reviens pour dire à notre population, à mes électeurs, que je garde intactes mes ambitions de sortir la province du Kasaï oriental de son état actuel. Cela dans la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas parce que 2 ou 3 individus ont excellé dans la médiocrité qu'une grande famille comme l'UDPS Tshisekedi ne regorge pas des fils et des filles dignes de relever les défis
défi pour que cette province décolle enfin. Je me porterai candidat à l'élection de gouverneur de province pour qu'ensemble, le Kasaï oriental décolle. Car là où il se trouve aujourd'hui, c'est à cause du régime passé et de celui-là qui était représentant de Kabila en province pendant 12 ans, qui ont spolié, je m'assumerai jusqu'à la fin, et que la jeunesse de notre province, aux élections qui arrivent, je suis candidat à la députation nationale, à la députation provinciale dans la circonscription électorale de Lupatapata, et si Dieu nous garde, nous devons ensemble diriger la province du Kasaï oriental dans l'harmonie et réunir les conditions pour son développement intégral. Le député national Eric Galula, il est de l'UDPS. C'est justement qui dirige l'UDPS aujourd'hui, en tout cas, l'aile légaliste qui assure que l'UDPS Tshisekedi est sans président depuis le 24 janvier 2019, date de l'investiture du président Tshisekedi, vient d'élire Hubert Mukuna, président du parti à l'issue du deuxième congrès extraordinaire clôturé jeudi à Kinshasa. Celui-ci a immédiatement après présenté le nouveau secrétaire général Sangor Malemba. Hubert Mukuna assure qu'au regard des statuts, celui qui engage désormais l'UDPS Tshisekedi. On l'écoute. L'objet de notre rencontre aujourd'hui est de vous annoncer que l'UDPS Tshisekedi, resté sans président depuis le 24 janvier 2019, a aujourd'hui un président du parti en la personne de M. Hubert Mukuna Kabongo, sur qui le deuxième congrès extraordinaire, tenu en date du 11 juillet 2023 au centre Bondeko, a jeté son dévolu pour présider aux destinées du parti. Enfin, je vous annonce la nomination ce jour du secrétaire général du parti en la personne de M. Sengor Malemba Siangolo, qui désormais va s'occuper de la gestion quotidienne et courante du parti. Il est aussi important d'évoquer les dispositions pertinentes de l'article 5, à savoir l'UDPS ne peut être engagé vis-à-vis de tiers que conformément aux dispositions des présents statuts. Comme vous pouvez le constater, le non-respect de ces dispositions statutaires entraînera ipso facto la disqualification par la CENI de toutes les listes présentées par des personnes sans qualité pour ce faire. Donc, une auto-exclusion de l'UDPS des échéances électorales. Le journal, toute l'info du canal Info La Fréquence, utile de Kinshasa. Les sinistrés de Nyamukubi et Bouchou, toujours pas délocalisés 3 mois après le drame survenu à Calais, dans la province du Sud Kivu. La société civile environnementale de la Contre tire la sonnette d'alarme et demande aux autorités d'accélérer le processus de délocalisation de ces populations avant la saison des pluies. Grâce Lola, correspondance. 2 jours, des semaines, 2 mois passent et les sinistrés de la récente catastrophe survenue à Calais sont toujours dans les zones à risque. Quelques semaines avant la saison de pluie, tout le monde veut savoir à quand leur délocalisation. La société civile environnementale des Calais s'est dit inquiète. Elle ne comprend pas les silences des autorités qui, quelques jours après ces drames, avaient promis de délocaliser le plus tôt ces populations. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Le président de cette structure, Jérémy Chanvou, demande au gouvernement d'accélérer le processus de relocalisation car ces gens ont aussi droit à la vie. Bientôt là, la pluie va commencer à tomber, ce qui va causer encore des dégâts si le gouvernement n'accélère pas en tout cas le processus de localisation de cette population de Bouchou-Nyamukubi. C'est ça notre crainte parce que jusqu'aujourd'hui, la population n'accepte pas d'aller à Luako. Mais d'abord, nous allons demander au gouvernement congolais, les garants de la nation, à travers les chefs de l'État, de voir comment accélérer très vite la délocalisation des amis, des frères, des Bouchouchou qui ont droit à la vie, qui ont droit à tout aspect aussi de la vie comme toute autre personne. Mais aussi envisager des macro-projets pour reboiser tous les endroits là inondés par la pluie, notamment à Bouchouchou, Kabushungu, Tchabondo, à Nyamukubi, mais aussi dans les hauts plateaux de ces 2 villages touchés. Plus de 400 morts et 5000 disparus étaient le bilan provisoire de cette catastrophe naturelle survenue en mai dernier à Nyamukubi et à Bouchouchou après une forte pluie sur la majeure partie des Calais. Jusqu'à ces jours, certains sinistrés refusent d'être installés à Luako, site choisi par le gouvernement, mais que les sinistrés jugent trop loin de leurs champs. De Bukavu, grâce Lola pour Top Congo FM. Comment évolue le dossier de la BIAC en liquidation? Les actionnaires de cette banque poursuivent cette procédure et continuent à rétablir progressivement les employés et les créanciers dans leurs droits. À ce jour, 83% des agents ont été rétablis dans leurs droits. 290 agents ont touché leur décompte final.
finaux. C'est le fruit des négociations avec le banc syndical de la BIAC depuis octobre 2022 qui ont abouti à un protocole d'accord tripartite entre l'inspection générale, le bon patronal et la BIAC en liquidation. Détail, Béro Matanda. Suite à la décision du Conseil d'État par son arrêt du 29 septembre 2022 ordonnant la poursuite de la liquidation volontaire de la BIAC SA décidée par ses actionnaires, confirmée par l'arrêt du Conseil d'État rendu en date du 19 mai 2023, annulant la décision de retrait d'agrément de la BIAC SA et sa dissolution forcée par la Banque centrale du Congo, les actionnaires de la BIAC en liquidation ont entrepris les actions suivantes. L'inventaire global des biens de la BIAC en liquidation à travers la République avec l'assistance d'huissiers de justice, l'enregistrement des déclarations des créances des épargnants, des fournisseurs, des autres créanciers et des dettes publiques qui sont parvenus à la BIAC en liquidation. Cette liste sera rendue publique et déposée au tribunal de commerce Kinshasa-Gombe afin de protéger les avoirs de tous et éviter une saisie inopportune des comptes de la BIAC en liquidation. La finalisation du bilan d'ouverture de la liquidation, la résiliation des contrats de bail ainsi que celle de contrats des prestataires dont les prestations n'ont pas été jugées pertinentes pour la suite de la liquidation, évitant ainsi toute augmentation de la somme des dettes. Lors d'une première phase, les efforts de recouvrement ont permis d'apurer essentiellement certaines dettes de la liquidation précédente ainsi que des déclarations des créances urgentes relatives aux soins médicaux pour des cas graves ou de décès. Ces efforts de recouvrement seront poursuivis pour rembourser les épargnants dans une seconde phase. Le comité de liquidation appelle les 58 agents restants à se manifester pour le paiement de leurs dus. Les actionnaires ayant mis à disposition de la liquidation les sommes nécessaires, cela permettra d'amorcer la seconde phase du désintéressement des épargnants. Béro Matanda, entre-temps, les entrepreneurs congolais renforcent leurs capacités dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises. Dans l'optique de la promotion du développement durable, il est, selon la formatrice, nécessaire de dispenser quelques modules de formation dans le but d'accompagner les entrepreneurs congolais des petites et moyennes entreprises dans les outils de mise en œuvre de la responsabilité sociétale des entreprises. On écoute Claudia Kankou, socio-environnementaliste et formatrice des prestataires de services au micro de Jean Simakwala. La responsabilité sociétale, c'est l'ensemble des actions et des décisions qui sont prises par une entreprise pour avoir un impact social et environnemental positif sur la société. Nous voulons les sensibiliser à intégrer cette pratique dans leur activité quotidienne, qui est d'accompagnement de micro et petites moyennes entreprises. En fait, la responsabilité sociétale, c'est d'abord du volontariat. C'est une décision prise, c'est-à-dire que nous les sensibilisons pour qu'à chaque fois qu'ils vont travailler, tenir compte de l'aspect environnemental, sociétal dans leur activité. C'est que nous attendons, moi personnellement en tant que formatrice, le grand souhait est que nous puissions voir après cette formation que les prestataires qui sont avec nous dans la salle puissent mettre en pratique tout ce que nous allons dérouler pendant la formation, c'est-à-dire que accompagner les entreprises tout en sachant qu'il faudrait préserver l'environnement, il faudrait tenir compte des aspects sociaux et aussi de la population environnante. C'est un seul module au fait. Le module va s'étaler sur les 3 piliers qui sont les piliers économique et social. On va essayer de donner ou de dispenser ou de partager ensemble tout ce qu'il y a comme concept économique pour faire accroître le PME. Nous avons le pilier environnemental pour permettre aux prestataires d'identifier les impacts environnementaux. Claudia Kankou, environnementaliste. Et après la remise du chèque de $1 800 000 pour les entrepreneurs de 90 entrepreneurs de 15 provinces du pays, le FOGEC, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, par le biais de son président du conseil d'administration, a accordé une subvention non remboursable aux entrepreneurs jeudi 3 août. Mais pourquoi il y a des subventions qui sont remboursables et d'autres qui ne sont pas remboursables? Évariste Moukania, PCA FOGEC, répond, il est au micro de Jean Simakwala. Premièrement, nous devons savoir que la plupart des Congolais œuvrent dans l'informel et ils ont besoin
d'avoir le premier pas. Nous cherchons d'abord à ce qu'ils aient une sémence. Cette sémence-là va leur permettre maintenant de mettre sur pied l'entreprise, de la rendre formelle pour que maintenant ils puissent devenir finançables. Alors la prochaine étape sera celle des subventions qui sont remboursables. Parce que ce dans quoi ils vont investir ne va pas nécessairement produire les résultats escomptés dans une période très courte. Alors, ceux qui sont déjà établis, ceux qui ont déjà une entreprise formelle qui est déjà établie et qui ont un plan d'affaires, ils sont les bienvenus pour que le FOGEC puisse étudier leur dossier et voir s'ils sont éligibles pour cette subvention remboursable. Vous savez que la vision du chef de l'État, c'est d'établir des millionnaires. Nous voulons voir des champs, nous voulons voir ceux-là qui évoluent malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans l'environnement. Vous savez, dans l'économie, il n'y a pas de situation parfaite. Nous voulons d'abord voir ces entreprises passer à l'étape de croissance, nous montrer l'évidence de leur croissance et ensuite ils peuvent revenir. Il y a plein de projets qui sont là. Nous pouvons prendre en charge une entreprise de l'étape de subvention non remboursable jusqu'à la participation. C'était donc le PCA du FOGEC. Remise reprise au Fonds forestier national entre le nouveau et l'ancien PCA, suivi du nouveau et ancien DGA de cette entreprise de l'État. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, où quelques orientations et instructions leur ont été données par celle-ci pour la maximisation des recettes afin de mieux accompagner le programme du chef de l'État intitulé 1 milliard d'arbres à planter d'ici à l'horizon 2023 sur toute l'étendue du pays afin de lutter contre le réchauffement climatique. Eve Bazaïba a par la même occasion exigé entre autres nouveaux mandataires de mettre de l'ordre sur la liste de toutes les banques où sont logés les fonds du FFN ainsi que la liste complète des organisations non gouvernementales, les personnalités qui bénéficient du fonds du FFN sur le reboisement. Et pour sa part, Honoré Moulumba, directeur général du FFN, reconduit à ses fonctions à marteler sur les priorités de son institution. On l'écoute au micro de Myriam Boketchou. Cette deuxième nomination est d'abord le signe du renouvellement de la confiance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en ma modeste personne, lors de mon avènement à la tête du FFN. Il y a 34 mois, j'avais dévoilé mon ambition de faire de cette institution un établissement public doté d'une gouvernance administrative et technique avérée, assurant efficacement la pérennité des immenses ressources forestières de la RDC, grâce au financement adéquat des opérations de reboisement, d'aménagement et de contrôle forestier. Il faudra que les efforts de tous soit concentré sur deux leviers importants, la formation du personnel et la maximisation de nos recettes. La cérémonie de ce jour, consacrant la prise de fonction de nouveaux membres du conseil d'administration et de monsieur le directeur général adjoint, revêt une grande importance pour l'avenir du Fonds forestier national. Je ne peux clore mon propos sans inviter les cadres et agents du FFN à l'unité, à la discipline et à l'assiduité au travail. Honoré Moulumba, le directeur général du Fonds forestier national. Un master de spécialisation en santé publique, c'est possible à l'école de santé publique de Kinshasa dans plusieurs filières durant l'année académique 2023-2024 dans l'épidémiologie de terrain, la santé environnementale, précise le professeur Dr Désiré Machinda, directeur de cette école. Explication José Ipachi. Cette spécialisation se passe en économie de la santé, en épidémiologie de terrain, en épidémiologie nutritionnelle, en santé communautaire et en santé environnementale. Outre les services académiques de l'école de santé publique de Kinshasa, qui restent disponibles pour recevoir les candidats, il y a également la possibilité de prendre les inscriptions en ligne et la fiche d'inscription est disponible sur le site www.espkinshasa.net ou écrire à espkin.inscription@unikin.ac.cd ou appeler au 081 749 31 94 ou encore au 099 002 42 01. Dans ce même communiqué, le professeur Dr Désiré Machinda révèle que les candidatures féminines sont très encouragées et que ces inscriptions se clôtureront le jeudi 15 décembre 2023 à 12h, heure locale. C'était donc, on va dire, José Ipachi. On va parler
plutôt des Jeux de la francophonie. 9e Jeux de la francophonie, l'artiste musicien Fally Ipupa ne prendra pas part à la cérémonie de clôture des 9e Jeux de la francophonie le 6 août prochain au stade des Martyrs de la Pentecôte. L'annonce a été faite par l'artiste lui-même dans un communiqué publié cet après-midi. Présent lors de la cérémonie d'ouverture, Fally Ipupa était programmé jusqu'à la publication de ce communiqué parmi les musiciens qui devaient prester le dimanche prochain à la cérémonie devant clôturer les 9e Jeux lancés le 28 juillet dernier dans la capitale congolaise. Détail King Munga. Quand la jeunesse, les sports et les arts se retrouvent sur une même scène et témoignent de la solidarité francophone, cela donne le jeu de la francophonie. Peut-on lire dans l'introduction du communiqué de l'artiste signé cet après-midi. À en croire Fally Ipupa, l'organisation de cet événement rend sa participation impossible et contraire à sa vision musicale qui, selon lui, l'amène à décliner l'offre et à céder sa place pour contribuer, toujours sans handicap, à la découverte ainsi qu'à la mise en lumière de ce qu'il appelle la diversité culturelle et artistique de la République démocratique du Congo. Comment interpréter alors l'esprit de ces communiqués qui a l'effet d'une bombe dans la tête des organisateurs? Quel est réellement le mobile qui pousse le Warrior suprême à se rétracter à 3 jours de la séance alors qu'il avait presté avec brio lors de la cérémonie d'ouverture le 28 juillet dernier au stade de Martyrs? Le fait que Ferregola, son rival musical de tous les temps, soit retenu en dernière minute sur la liste de prestataires à cette cérémonie, l'a-t-il véritablement influencé à prendre cette décision? Wait and see. King Munga, 9e Jeu de la francophonie, les jeunes joueurs de l'école de football Walungu, EcoFoot Walungu, ont remporté le championnat national des moins de 17 ans organisé à Kinshasa en marge de ces Jeux de la francophonie. Ces jeunes du Sud Kivu ont dans une rencontre présenté le trophée remporté au président du Sénat, élu et digne fils de leur province. Après les avoir vivement félicités et encouragés pour cet exploit sportif, le sénateur Modeste Bati les a aussi exhortés à ne pas négliger les études. On l'écoute au micro de Ginorima Bura de Charisma. Oh, je suis tout content de voir que l'équipe de EcoFoot Walungu a remporté la coupe. Vous savez que c'était une compétition très rude à marge des Jeux de la francophonie. Les moins de 17 ans, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est une grande fierté que Walungu, au Sud Kivu, la jeunesse de ce coin-là, puisse aujourd'hui porter l'étendard de toute la République démocratique du Congo. Et donc pour moi, c'est une fierté. Je les ai reçus avec beaucoup de plaisir. Je les encourage et je leur demande d'aller encore plus loin. Mais je leur ai prodigué aussi quelques conseils en disant qu'ils ne doivent pas oublier l'essentiel dans leur vie, c'est d'étudier. C'est-à-dire, on peut faire le sport, le loisir, mais on ne doit pas oublier qu'on a le premier objectif, celui d'étudier, parce que c'est quand la jeunesse est formée qu'elle pourra bien participer à l'édification et à la reconstruction de notre pays. Le président du Sénat, Modeste Bati, l'EcoFoot Walungu, qui représentait la province du Sud Kivu, a battu en finale l'équipe de Trakam du Congo central au terme de l'épreuve des tirs au but, soit 5 tirs contre 4. À l'issue du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité de 0 but partout. Christophe Namushimba est président et initiateur de cette équipe de foot. C'est vraiment un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie de voir que notre papa nous a accueillis et nous sommes tellement fiers de lui. Nous ne pouvons que les remercier et demander au bon Dieu de les bénir et les protéger le plus longtemps possible. Parce que c'est pour l'intérêt de nous tous, pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de la communauté. Signalons que le championnat remporté par l'EcoFoot de Walungu en était à sa 4e édition. La 3e édition de ce tournoi avait été remportée par Big Bass de Fidzi, une autre formation de la province du Sud Kivu. Dans la province de la Chopo, l'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kisangani sera sacré le dimanche 13 août prochain. L'annonce a été faite mercredi au cours d'une conférence de presse co-animée par Monseigneur Marcel Outembi, archevêque métropolitain de Kisangani, et l'évêque auxiliaire Léonard Djadi Djaté, nommé en mai dernier par le souverain pontife. Une occasion pour l'ordinaire du lieu d'expliquer les circonstances de la nomination de l'évêque auxiliaire ainsi que les charges qui lui sont dévolues. On écoute Monseigneur Marcel Outembi au micro de Godly Womando. Le peuple a besoin d'une présence permanente de son pasteur propre. Et comme je viens d'être reconduit par
mes confrères les évêques pour un second et dernier mandat, il faudrait bien que je puisse répondre à cette requête. Et moi-même, je sentais quelque chose qui me manquait, la présence de l'évêque dans les différentes paroisses. Et voilà pourquoi, en 2020, j'ai introduit ma requête auprès du Saint-Père pour que soit constitué un évêque auxiliaire dans l'archidiocèse qui est Sangani. Ce qui a été fait. Et aujourd'hui, nous avons Son Excellence Monseigneur Léonard Ndjate nommé évêque auxiliaire de Kisangani. Je m'en réjouis, nous pouvons nous en réjouir. Qu'est-ce qu'un évêque auxiliaire peut faire? L'évêque auxiliaire, il est donné à l'évêque diocésain pour l'aider à assurer pleinement le bien spirituel, le bien multiforme des âmes des diocèses. 88.4 Top Congo FM. L'invité. La paie des agents et fonctionnaires de l'État a-t-elle été gelée pour éviter la dépréciation du franc congolais après les mesures visant la stabilité du taux de change prises par le gouvernement? L'inspecteur général des finances, chef de service, et l'invité de la rédaction, Jules Lingueté, est donc ici l'invité de la rédaction. Jules Lingueté, bonjour. Bonjour. La paie des fonctionnaires a été retardée parce qu'il fallait éviter une nouvelle dépréciation du franc congolais. Eric, je voudrais vous rappeler qu'il y a 3 mois, l'inspection générale des finances avait publié son rapport sur l'audit du fichier des agents publics et les conclusions de cet audit révélaient qu'il y avait beaucoup de doublons, il y avait beaucoup d'effectifs. Il y avait donc une nécessité que nettoyage des fichiers. Et vous devez aussi le savoir que chaque 3 mois, il y a des mises à jour en ce qui concerne les fichiers de l'État. Ça nécessite des mises à jour. Donc, le mois de juillet était le début du 3e trimestre de l'année 2023. Il était tout à fait normal qu'il y ait ces opérations-là de mise à jour et aussi de nettoyage. Comme l'inspection générale des finances vous l'a dit, ces opérations occasionnaient une semaine de retard. Ça n'a rien à voir avec une gestion prudentielle des dépenses. Je voulais aussi que vous notiez que le 31 juillet, quand l'inspection générale des finances publie son communiqué, 60% des fonctionnaires de l'État étaient déjà payés. Donc, il y restait 40%. À la date d'aujourd'hui, je peux vous affirmer, depuis le 2 août, tous les fonctionnaires de l'État ont été payés par le ministère des Finances. Et il n'y a aucun impact sur les taux d'échange. Vous constaterez que le franc congolais continue de s'apprécier. Les mesures qui ont été prises lors de la réunion de la conjoncture économique extraordinaire présidée par le chef de l'État, ces mesures ont été prises par une réunion où il y avait tous les experts de tous bords. Il y avait les membres du gouvernement, la Banque centrale, la FEC, l'Association des banques congolaises, l'inspection générale des finances. Donc, il y avait tout le monde et on a réfléchi, on a compris les vrais problèmes et les mesures qui ont été prises sont adaptées. Mais les fonctionnaires qui ont reçu leur salaire maintenant, lorsqu'ils vont se ruer pour acheter des dollars monnaie refuge, il y aura des prestations du franc congolais. Tous les mois, les fonctionnaires ont toujours été payés. Le franc congolais a connu une stabilité relative depuis une année. La dépréciation est arrivée à peine il y a 2 mois qu'on a commencé une dépréciation. Depuis une année, nous sommes dans une stabilité. Est-ce qu'on paye par les fonctionnaires? Mais on a observé un déficit budgétaire au cours de ces derniers mois. À l'origine de cette fluctuation du taux de change, pour vous, il n'y a pas eu de déficit budgétaire. Nous avons la situation du trésor public chaque jour. Ce qui a été dit au communiqué de l'inspection générale des finances est clair. Les finances publiques congolaises n'accusent pas un déficit. Il faut aussi noter que depuis 2021, le gouvernement a opté l'option dépenses sur base de caisse. Ça signifie qu'on ne peut dépenser que sur ce qu'on dispose. Pour autant que la planche à billets est strictement interdite dans la loi relative aux finances publiques. C'est même érigé en infraction. Donc la Banque centrale ne peut pas financer les déficits du fonctionnement du gouvernement. Donc, je continue à vous affirmer que les soldes des opérations financières de l'État
à la date du communiqué de l'inspection générale des finances, les soldes étaient donc excédentaires. Les soldes excédentaires des finances publiques n'est pas à confondre avec les réserves d'échange. Les réserves d'échange sont aujourd'hui à la hauteur de 4,6 milliards de dollars, tandis que la consolidation des opérations des recettes et des dépenses de l'année accusait à la date du 28 juillet 2023 un excédent de près de 130-140 millions de dollars. C'est donc une coïncidence si le retard dans la paie des salaires arrive lorsque le gouvernement prend ces 8 mesures pour stabiliser la monnaie. Les mesures ont été prises le 17 juillet. Tout d'abord, ça n'a rien à voir. On n'a pas gelé la paie des fonctionnaires de l'État. Au moment où je vous parle, arriéré zéro, on a payé tous les fonctionnaires de l'État. Et les marchés d'échange se comportent comme il y a une semaine. Donc avec une baisse des taux d'échange, donc une appréciation de francs congolais. Il ne faut pas suivre, je répète, les théories. Ça, ce sont des théories. Nous sommes dans la pratique. Mais les mesures prises par le gouvernement sont conjoncturelles, elles ne sont pas structurelles. La RDC ne produit pas. Les taux d'échange reviennent à la normale. Un point, un trait. Ça, c'est la situation actuelle. Alors, s'il faut maintenant faire un débat sur des mesures structurelles à prendre, je suis d'avis. Les gens vont parler de notre économie dollarisée, de notre économie extravertie, mais les taux d'échange peuvent rester stables en dépit de toute la situation que les théoriciens évoquent. Nous sommes restés une année avec un taux d'échange stable. Ce qui reste maintenant à faire, c'est quoi? C'est la baisse du taux d'échange doit influer sur les prix des biens et services. Là, je voudrais dire que quand les taux d'échange montent, les prix montent automatiquement. C'est un phénomène économique. Mais quand les taux d'échange baissent, les prix ne suivent pas automatiquement. Tout simplement parce que les opérateurs économiques veulent toujours s'assurer que cette baisse des taux d'échange se consolide. Vous allez voir dans une semaine, dans 2 semaines, les prix également vont commencer à baisser. Et c'est le phénomène de la prudence pour les opérateurs économiques. Monsieur Jules Alinguete, je vous dis merci. Merci beaucoup, Eric. Merci Top Congo pour cette interview qui, j'espère, va donner de la lumière à nos compatriotes face aux inepties et contre-vérités que les gens de mauvaise foi veulent distiller dans la population. Merci. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Après ce journal, vous aurez la page sportive, journal des sports avec Jonathan Massiala. Il reviendra notamment sur les médailles remportées par les athlètes de RDC au 9e jeu de la francophonie. Top Congo FM. Ce journal est complètement terminé. Mise en onde John Condé. Merci à Didi Bin Sika qui a permis la diffusion de ce journal sur YouTube et Facebook. Merci à Racheline Siwe et Eric Lukoki qui ont participé à la rédaction, Pascal Capal était à la réalisation. Merci à vous d'avoir voulu nous écouter. L'actualité continue sur l'application Top Congo et les réseaux sociaux. À très bientôt. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé